Le poids de ce secret était une chape de plomb sur ma poitrine. J'avais gagné. Des millions. La nouvelle, si elle était sortie, aurait fait l'effet d'une bombe au sein de ma famille, un clan habitué aux petites joies et aux grandes mesquineries. J'avais décidé, dans un élan que je ne comprenais pas encore entièrement, de ne rien dire. Pas un mot à mon fils, Paul, si prompt à me demander des conseils financiers, pas une confidence à ma fille, Sophie, dont les désirs matériels semblaient sans limite. Je voulais observer, comprendre, et peut-être, secrètement, être surprise par une once de désintéressement. Ce jour-là, j'étais assise à ma table de cuisine, le billet de loterie froissé dans ma main tremblante. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, éclairant la poussière dansant dans l'air, un spectacle familier et rassurant. Mais aujourd'hui, rien ne semblait familier. Le monde extérieur continuait sa course indifférente, tandis que le mien venait de basculer. J'imaginais déjà les appels, les visites, les sourires soudainement plus chaleureux, les questions insidieuses. J'avais passé la nuit à repenser chaque interaction passée, chaque cadeau offert, chaque service rendu. Était-ce de l'amour, ou une forme d'investissement à long terme? La pensée me glaçait le sang. J'avais toujours cru en la force des liens familiaux, en cet amour inconditionnel que l'on associe à la parenté. Mais si cette richesse soudaine révélait la fragilité de ces liens, les démasquant comme de simples transactions, que me restait-il? Le silence était mon seul allié, un bouclier fragile contre une vérité potentiellement dévastatrice. J'ai posé le billet sur la table, le regard fixé sur les chiffres qui avaient le pouvoir de changer ma vie, et de la détruire. Le silence de la cuisine était devenu assourdissant. Le billet, posé là, semblait irradier une chaleur coupable. Mes mains, qui avaient tremblé en le tenant, étaient maintenant étrangement calmes, mais mon esprit s'agitait comme un oiseau pris au piège. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil avait monté dans le ciel, baignant le jardin d'une lumière plus franche. Les rosiers, que j'avais plantés avec tant d'espoir il y a quelques années, commençaient à se parer de leurs premières fleurs. Une beauté simple, désintéressée, qui contrastait violemment avec le tumulte intérieur que provoquait ce bout de papier imprimé. J'ai pensé à ma sœur, Claire. Toujours si prompte à me demander un coup de main, à me raconter ses déboires financiers, à me faire miroiter des projets mirobolants qui nécessitaient toujours un petit coup de pouce. Elle avait un talent certain pour évoquer le manque, pour peindre un tableau de sa précarité, un tableau si bien exécuté qu'il en devenait presque une œuvre d'art. J'avais toujours répondu présente, le cœur un peu lourd, mais l'esprit rassuré par l'idée d'aider ma propre famille. Mais aujourd'hui, cette générosité passée me semblait suspecte. Était-ce de l'amour fraternel, ou simplement la conviction que j'étais une source intarissable, une sorte de distributeur automatique de bienfaits? J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir de son dernier appel. Elle avait une nouvelle fois évoqué des dettes, des échéances impossibles, une voiture en panne. Elle avait parlé avec cette voix légèrement plaintive, celle qui avait le don de me faire culpabiliser. Je me suis vu lui promettre une aide que je ne pouvais plus me permettre, du moins pas sans trahir mon propre secret. La pensée de lui refuser, de la laisser face à ses difficultés, me tordait l'estomac. Mais la pensée de lui accorder, de voir son visage s'illuminer, de savoir que ce sourire serait directement lié à ma fortune cachée, me révulsait encore plus. C'était un dilemme cruel, une toile d'araignée dans laquelle j'étais prise, et dont chaque mouvement me collait un peu plus à la vérité amère. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Le nom de Paul s'affichait sur l'écran. Mon fils. Toujours si sûr de lui, si convaincu de sa bonne étoile. Il avait cette façon de me parler de ses investissements, de me demander mon avis avec une fausse modestie, comme s'il cherchait une validation, alors qu'il avait déjà pris sa décision. Il avait un projet de restaurant, un de ces projets grandioses qui nécessitent des fonds considérables, et il m'avait clairement laissé entendre que mes économies pourraient faire l'affaire. J'avais toujours été prudente, épargnant pour l'avenir, pour mes vieux jours, pour pouvoir leur offrir une certaine sécurité sans pour autant hypothéquer ma propre tranquillité. L'idée qu'il puisse me voir comme un simple levier financier, un moyen d'accélérer la réalisation de ses ambitions, me faisait froid dans le dos. J'ai laissé le téléphone sonner. Encore et encore. Chaque son était une piqûre de plus, une confirmation de mes craintes. J'imaginais sa voix, son impatience croissante, puis sa déception lorsqu'il comprendrait que je n'étais pas disponible. Ou pire, sa curiosité, qui le pousserait à venir me voir, à me questionner, à essayer de percer mon silence. Le poids de ce secret était une chape de plomb sur ma poitrine. J'avais gagné. Des millions. La nouvelle, si elle était sortie, aurait fait l'effet d'une bombe au sein de ma famille, un clan habitué aux petites joies et aux grandes mesquineries. J'avais décidé, dans un élan que je ne comprenais pas encore entièrement, de ne rien dire. Pas un mot à mon fils, Paul, si prompt à me demander des conseils financiers, pas une confidence à ma fille,
Sophie, dont les désirs matériels semblaient sans limite. Je voulais observer, comprendre, et peut-être, secrètement, être surprise par une once de désintéressement. Ce jour-là, j'étais assise à ma table de cuisine, le billet de loterie froissé dans ma main tremblante. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, éclairant la poussière dansant dans l'air, un spectacle familier et rassurant. Mais aujourd'hui, rien ne semblait familier. Le monde extérieur continuait sa course indifférente, tandis que le mien venait de basculer. J'imaginais déjà les appels, les visites, les sourires soudainement plus chaleureux, les questions insidieuses. J'avais passé la nuit à repenser chaque interaction passée, chaque cadeau offert, chaque service rendu. Était-ce de l'amour, ou une forme d'investissement à long terme? La pensée me glaçait le sang. J'avais toujours cru en la force des liens familiaux, en cet amour inconditionnel que l'on associe à la parenté. Mais si cette richesse soudaine révélait la fragilité de ces liens, les démasquant comme de simples transactions, que me restait-il? Le silence était mon seul allié, un bouclier fragile contre une vérité potentiellement dévastatrice. J'ai posé le billet sur la table, le regard fixé sur les chiffres qui avaient le pouvoir de changer ma vie, et de la détruire. Le silence de la cuisine était devenu assourdissant. Le billet, posé là, semblait irradier une chaleur coupable. Mes mains, qui avaient tremblé en le tenant, étaient maintenant étrangement calmes, mais mon esprit s'agitait comme un oiseau pris au piège. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil avait monté dans le ciel, baignant le jardin d'une lumière plus franche. Les rosiers, que j'avais plantés avec tant d'espoir il y a quelques années, commençaient à se parer de leurs premières fleurs. Une beauté simple, désintéressée, qui contrastait violemment avec le tumulte intérieur que provoquait ce bout de papier imprimé. J'ai pensé à ma sœur, Claire. Toujours si prompte à me demander un coup de main, à me raconter ses déboires financiers, à me faire miroiter des projets mirobolants qui nécessitaient toujours un petit coup de pouce. Elle avait un talent certain pour évoquer le manque, pour peindre un tableau de sa précarité, un tableau si bien exécuté qu'il en devenait presque une œuvre d'art. J'avais toujours répondu présente, le cœur un peu lourd, mais l'esprit rassuré par l'idée d'aider ma propre famille. Mais aujourd'hui, cette générosité passée me semblait suspecte. Était-ce de l'amour fraternel, ou simplement la conviction que j'étais une source intarissable, une sorte de distributeur automatique de bienfaits? J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir de son dernier appel. Elle avait une nouvelle fois évoqué des dettes, des échéances impossibles, une voiture en panne. Elle avait parlé avec cette voix légèrement plaintive, celle qui avait le don de me faire culpabiliser. Je me suis vu lui promettre une aide que je ne pouvais plus me permettre, du moins pas sans trahir mon propre secret. La pensée de lui refuser, de la laisser face à ses difficultés, me tordait l'estomac. Mais la pensée de lui accorder, de voir son visage s'illuminer, de savoir que ce sourire serait directement lié à ma fortune cachée, me révulsait encore plus. C'était un dilemme cruel, une toile d'araignée dans laquelle j'étais prise, et dont chaque mouvement me collait un peu plus à la vérité amère. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Le nom de Paul s'affichait sur l'écran. Mon fils. Toujours si sûr de lui, si convaincu de sa bonne étoile. Il avait cette façon de me parler de ses investissements, de me demander mon avis avec une fausse modestie, comme s'il cherchait une validation, alors qu'il avait déjà pris sa décision. Il avait un projet de restaurant, un de ces projets grandioses qui nécessitent des fonds considérables, et il m'avait clairement laissé entendre que mes économies pourraient faire l'affaire. J'avais toujours été prudente, épargnant pour l'avenir, pour mes vieux jours, pour pouvoir leur offrir une certaine sécurité sans pour autant hypothéquer ma propre tranquillité. L'idée qu'il puisse me voir comme un simple levier financier, un moyen d'accélérer la réalisation de ses ambitions, me faisait froid dans le dos. J'ai laissé le téléphone sonner. Encore et encore. Chaque son était une piqûre de plus, une confirmation de mes craintes. J'imaginais sa voix, son impatience croissante, puis sa déception lorsqu'il comprendrait que je n'étais pas disponible. Ou pire, sa curiosité, qui le pousserait à venir me voir, à me questionner, à essayer de percer mon silence. J'avais gagné des millions, mais j'avais surtout découvert une vérité amère. L'amour, dans mon entourage, semblait avoir un prix. Un prix que je n'étais pas prête à payer, du moins pas de cette manière. Le silence de la maison était maintenant le témoin de ma solitude nouvelle, une solitude choisie, mais terriblement pesante. J'étais seule avec mon secret, et avec la douloureuse prise de conscience qu'il avait engendrée. Le soleil continuait de briller dehors, mais pour moi, le ciel s'était assombri. Le soleil avait continué sa course, et la lumière qui filtrait à travers les voilages de la cuisine n'était plus aussi franche. Une douce pénombre s'installait, annonçant la fin de l'après-midi. J'étais toujours assise à la même table, le billet de loterie froissé dans ma main, comme une relique d'une foi brisée. Les mots de Paul résonnaient encore en moi, un écho lancinant de sa préoccupation exclusive pour mes finances.
J'avais raccroché, le cœur lourd, et le silence qui avait suivi semblait s'être épaissi, chargé de toutes les vérités inexprimées. Je me suis levé, mes jambes semblant encore engourdies. Le besoin de mouvement, de briser cette torpeur, me poussait vers la porte. Dehors, l'air était plus frais, portant l'odeur des pins et de la terre humide. J'ai marché sans but précis, traversant le jardin où les rosiers, malgré mon état d'esprit, continuaient leur éclosion discrète. J'ai pensé à ma mère, à son amour inconditionnel, à sa façon de toujours me demander si j'allais bien, sans jamais rien attendre en retour. Elle était partie depuis quelques années déjà, et son absence me pesait plus que jamais. Elle aurait su. Elle aurait senti le poids de ce secret, le fardeau de cette fortune qui me séparait de ceux que j'aimais. Elle m'aurait peut-être dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il ne doit pas non plus être le seul baromètre de l'amour. Une image m'est venue à l'esprit. Ma mère, un jour, me racontant une anecdote de sa jeunesse. Elle avait trouvé une bourse, remplie de billets, dans la rue. Sa première pensée avait été de la rapporter à la police, espérant retrouver le propriétaire égaré. Elle n'avait jamais hésité. C'était son essence même. Une intégrité à toute épreuve, une générosité qui ne calculait pas. Et moi, que faisais-je? Je me cachais, je suspectais, je me perdais dans les méandres de mes propres doutes. Je suis arrivé au bout du chemin, là où le jardin s'ouvrait sur une petite clairière. J'ai vu là une vieille balançoire, celle que j'avais installée pour mes enfants il y a des années. Elle était un peu usée, les cordes effilochées par le temps et les intempéries, mais elle tenait encore bon. J'ai imaginé mes enfants, petits, riant aux éclats, se balançant vers le ciel. Paul, déjà si vif, et peut-être une autre, une fille, dont je n'avais pas encore parlé, qui aimait qu'on la pousse haut, très haut. Où était-il maintenant? Que pensaient-ils de moi, de ma vie qu'ils ignoraient? Je me suis assise sur le banc de bois à proximité, le regard perdu dans le lointain. J'avais toujours voulu leur offrir le meilleur, une vie sans souci, une sécurité à toute épreuve. Et maintenant, avec cette fortune, je pouvais leur donner bien plus. Mais à quel prix? Le prix de leur sincérité? Le prix de leur amour véritable? Je me sentais comme une reine déchue, assise sur un trône invisible, entourée de courtisans dont j'ignorais les véritables intentions. La solitude me serrait, plus forte encore qu'auparavant. Je me sentais étrangère à moi-même, à mes propres motivations. J'ai repensé à Claire. Son appel, sa voix, ses histoires. Elle avait toujours été la plus fragile, la plus dépendante. Peut-être que sa manière de demander de l'aide n'était pas une manipulation, mais un cri sincère, un appel à la solidarité familiale que j'avais toujours été prête à lui offrir. Et si mon secret avait transformé ce lien de confiance en un jeu de dupes? Si, en voulant tester leur amour, j'avais involontairement semé la méfiance et la distance? L'idée me transperça. J'avais peut-être érigé des murs là où il n'y avait que des ponts à construire. La nuit tombait doucement, drapant le paysage d'une douce mélancolie. La balançoire se balançait au gré d'une brise légère, un murmure silencieux dans la quiétude grandissante. J'ai senti le besoin de retourner à la maison, de me confronter à nouveau à ce billet, à ce symbole de ma fortune et de ma désillusion. Il était là, sur la table de la cuisine, attendant mon jugement. J'avais gagné des millions, mais j'avais surtout perdu la légèreté de mon âme. J'étais désormais une femme riche, mais terriblement seule, prisonnière de son propre secret et des doutes qu'il avait semés. La lueur de la lampe de la cuisine, seule source de lumière dans la pénombre, projetait une ombre longue et déformée sur le mur, comme le reflet de mon propre tourment. Le retour à l'intérieur fut lourd, chaque pas semblant me ramener à cette réalité amère. J'avais gagné des millions, mais j'avais surtout découvert une vérité amère. L'amour, dans mon entourage, semblait avoir un prix. Un prix que je n'étais pas prête à payer, du moins pas de cette manière. Le silence de la maison était maintenant le témoin de ma solitude nouvelle, une solitude choisie, mais terriblement pesante. J'étais seule avec mon secret, et avec la douloureuse prise de conscience qu'il avait engendrée. Le soleil continuait de briller dehors, mais pour moi, le ciel s'était assombri. Le soleil avait continué sa course, et la lumière qui filtrait à travers les voilages de la cuisine n'était plus aussi franche. Une douce pénombre s'installait, annonçant la fin de l'après-midi. J'étais toujours assise à la même table, le billet de loterie froissé dans ma main, comme une relique d'une foi brisée. Les mots de Paul résonnaient encore en moi, un écho lancinant de sa préoccupation exclusive pour mes finances. J'avais raccroché, le cœur lourd, et le silence qui avait suivi semblait s'être épaissi, chargé de toutes les vérités inexprimées. Je me suis levée, mes jambes semblant encore engourdies. Le besoin de mouvement, de briser cette torpeur, me poussait vers la porte. Dehors, l'air était plus frais, portant l'odeur des pins et de la terre humide. J'ai marché sans but précis, traversant le jardin où les rosiers, malgré mon état d'esprit, continuaient leur éclosion discrète.
J'ai pensé à ma mère, à son amour inconditionnel, à sa façon de toujours me demander si j'allais bien, sans jamais rien attendre en retour. Elle était partie depuis quelques années déjà, et son absence me pesait plus que jamais. Elle aurait su. Elle aurait senti le poids de ce secret, le fardeau de cette fortune qui me séparait de ceux que j'aimais. Elle m'aurait peut-être dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il ne doit pas non plus être le seul baromètre de l'amour. Une image m'est venue à l'esprit. Ma mère, un jour, me racontant une anecdote de sa jeunesse. Elle avait trouvé une bourse, remplie de billets, dans la rue. Sa première pensée avait été de la rapporter à la police, espérant retrouver le propriétaire égaré. Elle n'avait jamais hésité. C'était son essence même. Une intégrité à toute épreuve, une générosité qui ne calculait pas. Et moi, que faisais-je? Je me cachais, je suspectais, je me perdais dans les méandres de mes propres doutes. Je suis arrivé au bout du chemin, là où le jardin s'ouvrait sur une petite clairière. J'ai vu là une vieille balançoire, celle que j'avais installée pour mes enfants il y a des années. Elle était un peu usée, les cordes effilochées par le temps et les intempéries, mais elle tenait encore bon. J'ai imaginé mes enfants, petits, riant aux éclats, se balançant vers le ciel. Paul, déjà si vif, et peut-être une autre, une fille, dont je n'avais pas encore parlé, qui aimait qu'on la pousse haut, très haut. Où était-il maintenant? Que pensaient-ils de moi, de ma vie qu'ils ignoraient? Je me suis assise sur le banc de bois à proximité, le regard perdu dans le lointain. J'avais toujours voulu leur offrir le meilleur, une vie sans souci, une sécurité à toute épreuve. Et maintenant, avec cette fortune, je pouvais leur donner bien plus. Mais à quel prix? Le prix de leur sincérité? Le prix de leur amour véritable? Je me sentais comme une reine déchue, assise sur un trône invisible, entourée de courtisans dont j'ignorais les véritables intentions. La solitude me serrait, plus forte encore qu'auparavant. Je me sentais étrangère à moi-même, à mes propres motivations. J'ai repensé à Claire. Son appel, sa voix, ses histoires. Elle avait toujours été la plus fragile, la plus dépendante. Peut-être que sa manière de demander de l'aide n'était pas une manipulation, mais un cri sincère, un appel à la solidarité familiale que j'avais toujours été prête à lui offrir. Et si mon secret avait transformé ce lien de confiance en un jeu de dupes? Si, en voulant tester leur amour, j'avais involontairement semé la méfiance et la distance? L'idée me transperça. J'avais peut-être érigé des murs là où il n'y avait que des ponts à construire. La nuit tombait doucement, drapant le paysage d'une douce mélancolie. La balançoire se balançait au gré d'une brise légère, un murmure silencieux dans la quiétude grandissante. J'ai senti le besoin de retourner à la maison, de me confronter à nouveau à ce billet, à ce symbole de ma fortune et de ma désillusion. Il était là, sur la table de la cuisine, attendant mon jugement. J'avais gagné des millions, mais j'avais surtout perdu la légèreté de mon âme. J'étais désormais une femme riche, mais terriblement seule, prisonnière de son propre secret et des doutes qu'il avait semés. La lueur de la lampe de la cuisine, seule source de lumière dans la pénombre, projetait une ombre longue et déformée sur le mur, comme le reflet de mon propre tourment. Le retour à l'intérieur fut lourd, chaque pas semblant me ramener à cette réalité amère. Je me suis levée, mes muscles endoloris par cette longue veillée. Il fallait agir. Rester figé dans ce marasme de doute ne mènerait nulle part. J'ai décidé de commencer par les démarches administratives, celles qui permettraient de rendre ce gain concret, tangible. Cela me donnerait un sentiment de contrôle, une impression de maîtriser cette situation qui, jusque-là, semblait me submerger. En me rendant à la banque, j'ai traversé le marché du village. Les étals colorés, les cris des marchands, l'odeur du pain frais et des fleurs. Tout cela me rappelait une vie plus simple, une vie où les préoccupations étaient d'un tout autre ordre. J'ai croisé quelques voisins, échangé quelques banalités. Personne ne se doutait de la tempête qui faisait rage en moi, de ce secret qui me séparait d'eux, de mes proches. Cette distance, ce voile de dissimulation, me pesait. Au guichet, la conseillère, une jeune femme souriante et efficace, m'a accueilli avec professionnalisme. J'ai présenté le billet, le cœur battant la chamade. Elle a consulté quelques documents, puis, avec un sourire professionnel, m'a confirmé la validité du gain. Les chiffres qu'elle a prononcés m'ont semblé irréels, comme tirés d'un roman. Pourtant, c'était ma réalité. Une réalité qui allait devoir être gérée avec prudence, avec sagesse. De retour à la maison, le silence m'a semblé encore plus assourdissant. J'avais franchi une étape, mais le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Comment annoncer une telle nouvelle, si je décidais de le faire? Ou comment maintenir ce secret, tout en construisant cette fondation? Les questions se bousculaient dans ma tête, chaque réponse semblant ouvrir la porte à de nouvelles interrogations. J'ai pensé à Paul, à Claire. Leurs visages, leurs paroles, leurs attentes,
tout cela se mélangeait dans un tableau confus. La richesse matérielle avait bien révélé la pauvreté de leurs intentions, mais elle m'avait aussi laissé face à ma propre solitude, face à la fragilité des liens qui m'unissaient à eux. Il était temps de réécrire les règles, de trouver un nouveau sens à ma vie, une vie qui, je l'espérais, serait bientôt débarrassée du poids de ce secret et de la peur de la trahison. Les démarches à la banque avaient été un premier pas, une sorte de réalité tangible face à l'abstraction vertigineuse de ma nouvelle fortune. Les chiffres murmurés par la conseillère, aussi irréels soient-ils, avaient ancré le gain dans le concret. Pourtant, le retour à la maison avait ramené le poids du secret, la solitude assourdissante de celui-ci. Les jours suivants s'écoulèrent dans une sorte de brouillard, une attente suspendue. J'évitais les appels de Paul, prétextant une fatigue passagère, un léger rhume. Quant à Claire, je me contentais de réponses laconiques à ses messages, repoussant sans cesse ses demandes de rendez-vous. Cette stratégie d'évitement, bien que nécessaire, me vidait de mon énergie, me laissant face à moi-même et à mes interrogations lancinantes. L'idée de cette fondation, née dans la solitude de la nuit, commençait à prendre forme dans mon esprit. Je passais des heures sur Internet, consultant des sites d'associations caritatives, étudiant les démarches de création d'une structure philanthropique. C'était un travail exigeant, qui demandait concentration et rigueur, mais il me fournissait un exutoire, une manière de canaliser cette énergie débordante et ce sentiment d'être submergé. J'imaginais déjà les domaines dans lesquels je pourrais agir. Le soutien aux enfants défavorisés, la protection de l'environnement, la recherche médicale. Ces pensées me procuraient une satisfaction nouvelle, une sensation de but qui manquait cruellement à ma vie depuis la découverte de cette vérité amère. Un après-midi, alors que je me perdais dans la lecture d'un article sur la lutte contre la pauvreté, le téléphone sonna. C'était Claire. Son ton était inhabituellement doux, presque suppliant. Elle me parlait d'une difficulté financière imprévue, d'une somme dont elle avait désespérément besoin pour éviter une expulsion. Mon cœur se serra. L'ancienne réflexe d'aider, de voler à son secours, refaisait surface avec une force presque irrésistible. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. Je voyais clair dans son jeu, dans la manipulation subtile derrière ses mots. L'image de ma mère, droite et intègre, me revint. Elle aurait certainement fait preuve de compassion, mais elle aurait aussi supposé des limites, protéger son propre équilibre. Je pris une profonde inspiration. « Claire, je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider pour le moment, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Un silence stupéfait suivit mes paroles, puis un flot de reproches et d'accusations. Elle me traitait d'égoïste, d'indifférente. Chaque mot me blessait, mais je tenais bon. Je me suis levée, mes muscles endoloris par cette longue veillée. Il fallait agir. Rester figé dans ce marasme de doute ne mènerait nulle part. J'ai décidé de commencer par les démarches administratives, celles qui permettraient de rendre ce gain concret, tangible. Cela me donnerait un sentiment de contrôle, une impression de maîtriser cette situation qui, jusque-là, semblait me submerger. En me rendant à la banque, j'ai traversé le marché du village. Les étals colorés, les cris des marchands, l'odeur du pain frais et des fleurs. Tout cela me rappelait une vie plus simple, une vie où les préoccupations étaient d'un tout autre ordre. J'ai croisé quelques voisins, échangé quelques banalités. Personne ne se doutait de la tempête qui faisait rage en moi, de ce secret qui me séparait d'eux, de mes proches. Cette distance, ce voile de dissimulation, me pesait. Au guichet, la conseillère, une jeune femme souriante et efficace, m'a accueilli avec professionnalisme. J'ai présenté le billet, le cœur battant la chamade. Elle a consulté quelques documents, puis, avec un sourire professionnel, m'a confirmé la validité du gain. Les chiffres qu'elle a prononcés m'ont semblé irréels, comme tirés d'un roman. Pourtant, c'était ma réalité. Une réalité qui allait devoir être gérée avec prudence, avec sagesse. De retour à la maison, le silence m'a semblé encore plus assourdissant. J'avais franchi une étape, mais le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Comment annoncer une telle nouvelle, si je décidais de le faire? Ou comment maintenir ce secret, tout en construisant cette fondation? Les questions se bousculaient dans ma tête, chaque réponse semblant ouvrir la porte à de nouvelles interrogations. J'ai pensé à Paul, à Claire. Leurs visages, leurs paroles, leurs attentes, tout cela se mélangeait dans un tableau confus. La richesse matérielle avait bien révélé la pauvreté de leurs intentions, mais elle m'avait aussi laissé face à ma propre solitude, face à la fragilité des liens qui m'unissaient à eux. Il était temps de réécrire les règles, de trouver un nouveau sens à ma vie, une vie qui, je l'espérais, serait bientôt débarrassée du poids de ce secret et de la peur de la trahison. Les démarches à la banque avaient été un premier pas, une sorte de réalité tangible face à l'abstraction vertigineuse de ma nouvelle fortune. Les chiffres murmurés par la conseillère, aussi irréels soient-ils, avaient ancré le gain dans le concret. Pourtant,
Le retour à la maison avait ramené le poids du secret, la solitude assourdissante de celui-ci. Les jours suivants s'écoulèrent dans une sorte de brouillard, une attente suspendue. J'évitais les appels de Paul, prétextant une fatigue passagère, un léger rhume. Quant à Claire, je me contentais de réponses laconiques à ses messages, repoussant sans cesse ses demandes de rendez-vous. Cette stratégie d'évitement, bien que nécessaire, me vidait de mon énergie, me laissant face à moi-même et à mes interrogations lancinantes. L'idée de cette fondation, née dans la solitude de la nuit, commençait à prendre forme dans mon esprit. Je passais des heures sur Internet, consultant des sites d'associations caritatives, étudiant les démarches de création d'une structure philanthropique. C'était un travail exigeant, qui demandait concentration et rigueur, mais il me fournissait un exutoire, une manière de canaliser cette énergie débordante et ce sentiment d'être submergé. J'imaginais déjà les domaines dans lesquels je pourrais agir. Le soutien aux enfants défavorisés, la protection de l'environnement, la recherche médicale. Ces pensées me procuraient une satisfaction nouvelle, une sensation de but qui manquait cruellement à ma vie depuis la découverte de cette vérité amère. Un après-midi, alors que je me perdais dans la lecture d'un article sur la lutte contre la pauvreté, le téléphone sonna. C'était Claire. Son ton était inhabituellement doux, presque suppliant. Elle me parlait d'une difficulté financière imprévue, d'une somme dont elle avait désespérément besoin pour éviter une expulsion. Mon cœur se serra. L'ancienne réflexe d'aider, de voler à son secours, refaisait surface avec une force presque irrésistible. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. Je voyais clair dans son jeu, dans la manipulation subtile derrière ses mots. L'image de ma mère, droite et intègre, me revint. Elle aurait certainement fait preuve de compassion, mais elle aurait aussi supposé des limites, protéger son propre équilibre. Je pris une profonde inspiration. « Claire, je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider pour le moment, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Un silence stupéfait suivit mes paroles, puis un flot de reproches et d'accusations. Elle me traitait d'égoïste, d'indifférente. Chaque mot me blessait, mais je tenais bon. Je ne me laisserais plus faire. Je ne serais plus le pilier financier sur lequel elle pouvait compter aveuglément. La conversation se termina par un claquement de porte virtuelle, me laissant avec un sentiment étrange, un mélange de tristesse et de libération. Le lendemain, je me rendis au bureau des impôts pour déclarer mon gain. C'était une étape administrative nécessaire, une formalité qui me rapprochait un peu plus de mon projet de fondation. La discrétion était de mise, et j'avais pris soin de me renseigner sur les procédures à suivre pour préserver mon anonymat autant que possible. Le poids du secret commençait à se transformer, passant de fardeau à bouclier. Je me sentais plus forte, plus résolue. Le chemin était encore long, semé d'embûches, mais j'avais enfin trouvé ma voie. Une voie tracée par mes propres valeurs, loin des attentes et des faux-semblants. La solitude que j'avais tant redoutée commençait à prendre un autre sens, celui de la liberté. Le bureau des impôts, cet endroit austère, habituellement synonyme de tracas et de formalité, avait pris une dimension nouvelle. La déclaration de mes gains était une étape nécessaire, un passage obligé pour que le rêve devienne réalité administrative. J'avais veillé à me renseigner sur les procédures, cherchant à préserver cette précieuse discrétion. Chaque document rempli, chaque tampon apposé, me rapprochait un peu plus de mon projet, de cette fondation qui commençait à prendre forme, non plus comme une vague idée nocturne, mais comme une réalité palpable. Le poids qui pesait sur mes épaules, ce secret lourd comme une chape de plomb, commençait à se transformer. Il n'était plus une source d'angoisse paralysante, mais plutôt une armure, un bouclier me protégeant des regards indiscrets et des intentions cachées. Je me sentais plus forte, plus déterminée que jamais. Le chemin à parcourir était encore long, parsemé d'embûches que je commençais à peine à discerner, mais j'avais enfin trouvé ma voie. Une voie qui me ressemblait, tracée par mes propres valeurs, loin des attentes, des mensonges et des faux-semblants qui avaient empoisonné mes relations. La solitude, cette compagne redoutée, commençait à révéler une autre facette, celle de la liberté. La liberté de choisir, de décider, de vivre selon mes propres principes, sans avoir à me justifier ou à me soucier du jugement d'autrui. Les jours suivants furent consacrés à la recherche approfondie pour la création de ma fondation. J'ai passé des heures dans la quiétude de ma bibliothèque, entouré de livres qui avaient été mes seuls confidents durant cette période trouble. J'ai épluché des statuts types, étudié les différentes structures juridiques possibles, comparé les régimes fiscaux. C'était un travail fastidieux, mais chaque information glanée me donnait un sentiment de contrôle accru, une impression de maîtriser cette nouvelle donne qui avait bouleversé ma vie. J'imaginais déjà le nom de ma fondation, quelque chose de simple, d'évocateur, qui reflèterait l'esprit de ma mère, l'élan de Sophie, peut-être, ou la main tendue.
L'idée de soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, comme l'aide aux familles en difficulté ou la préservation du patrimoine local, me procurait une joie profonde, une raison d'être nouvelle. Ce projet donnait un sens à cette fortune inattendue, la transformant d'un simple coup de chance en un outil de changement positif. Un après-midi, alors que je finalisais un dossier pour la création de la fondation, le téléphone sonna. C'était Paul. Sa voix était inhabituellement hésitante, presque suppliante. Il évoquait des difficultés financières, un investissement qui avait mal tourné, une somme dont il avait désespérément besoin pour éviter des conséquences désastreuses. Mon cœur se serra. L'ancien réflexe, celui de la sœur dévouée, prête à tout pour aider, refaisait surface avec une force presque irrésistible. Mais le souvenir de nos dernières conversations, de son insistance maladroite pour connaître mes projets, me ramena à la réalité. Je voyais clair dans son jeu, dans cette demande déguisée. L'image de ma mère, si droite, si intègre, me revint en mémoire. Elle aurait sans doute fait preuve de compassion, mais elle aurait aussi supposé des limites, protégé son propre équilibre et celui des autres. Je pris une profonde inspiration. « Paul, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider pour le moment, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Un silence stupéfait suivit mes paroles, puis une cascade de reproches, d'accusations voilées. Il me traitait d'égoïste, d'ingrate. Chaque mot me blessait, mais je tenais bon. Je ne me laisserais plus manipuler. La conversation se termina brusquement, me laissant avec un sentiment étrange, un mélange de tristesse et de libération. La porte, cette fois, était définitivement fermée. Les jours qui suivirent la conversation avec Paul furent empreints d'une nouvelle quiétude. La décision de refuser son aide, aussi douloureuse fut-elle, avait libéré une énergie insoupçonnée. L'écho de ses reproches s'estompait, remplacé par le bourdonnement discret de mes recherches sur la fondation. Le chemin était encore long, mais chaque pas me rapprochait de la femme que j'étais destinée à devenir, une femme forte, indépendante, capable de faire le bien autour d'elle. La solitude, autrefois redoutée, se transformait en une force tranquille, une compagne précieuse dans cette nouvelle aventure. Les mois qui suivirent furent une véritable immersion dans la création de l'élan de Sophie. Les rendez-vous avec Maître Dubois devinrent une routine, rythmée par des discussions sur les statuts, les bénéficiaires potentiels et les mécanismes de gouvernance. J'appris à naviguer dans le jargon juridique, à comprendre les subtilités des règlements, à anticiper les écueils. L'idée de la fondation prenait forme, une structure solide et transparente, à l'image de la droiture de ma mère. Chaque décision était pesée, chaque article des statuts réfléchi, dans le but de garantir que cette fortune serve réellement ceux qui en avaient besoin, et ce, sur le long terme. Parallèlement, mon engagement auprès de l'association de M. Bernard se concrétisait. Les premières aides financières, discrètes mais significatives, permirent de lancer les travaux de restauration de l'église. J'aimais me rendre sur place, observer l'avancée des travaux, discuter avec les bénévoles, sentir l'enthousiasme palpable qui animait ce projet. Voir les échafaudages monter, les fresques lentement réapparaître sous les mains expertes des restaurateurs, était une source de satisfaction profonde. C'était la preuve tangible que ma décision, aussi solitaire soit-elle, portait ses fruits. Monsieur Bernard, sans jamais connaître la source exacte de ces fonds généreux, me remerciait avec une gratitude sincère, me parlant de l'espoir que cette restauration redonnait au village. Ces moments étaient précieux, des instants où le poids du secret s'allégeait, remplacé par la fierté d'accomplir une œuvre utile. Cependant, au-delà de cette satisfaction, une mélancolie persistante m'habitait. Les retrouvailles familiales, désormais plus rares, étaient devenues des épreuves. Les conversations tournoyaient invariablement autour de l'argent, des difficultés financières de chacun, des projets avortés faute de moyens. J'écoutais, le cœur serré, les plaintes de ma sœur, les lamentations de mon frère, les demandes voilées de mes neveux. Je voyais bien le désir, l'attente dans leurs yeux, et cela me faisait mal. J'avais espéré, naïvement peut-être, qu'en voyant ma propre vie se transformer, ils seraient capables de partager ma joie, de se réjouir de mes succès, même sans connaître leur origine. Mais leur regard était toujours tourné vers ce qu'ils pouvaient obtenir, jamais vers ce que je pouvais leur offrir par le simple fait d'être moi. Un soir, lors d'un dîner familial particulièrement pesant, ma sœur, lassée de mes silences, me lança « Tu as l'air si bien, tu dois avoir trouvé un bon parti. C'est le moment de te caser, tu sais. On a tous besoin d'un coup de pouce. » Les mots, dits avec une légèreté calculée, me transpercèrent. L'insinuation était claire. Mon bien-être apparent était forcément lié à une aide extérieure, une aide qui, selon elle, devait maintenant être redirigée vers elle. Je me sentis envahi par une tristesse infinie, une profonde déception. L'hypocrisie ambiante, le manque d'amour véritable, tout cela me rappelait brutalement la raison pour laquelle j'avais choisi cette voie de la discrétion.
J'avais voulu tester leur amour, et le verdict était sans appel. Ils ne m'aimaient pas pour moi, mais pour ce que je pouvais leur apporter. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, renforçait ma détermination. L'élan de Sophie ne serait pas seulement une fondation, ce serait mon refuge, mon moyen de construire un monde où l'amour et la générosité seraient les véritables monnaies d'échange. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne ressentis pas la colère, mais une sorte de lassitude profonde, une résignation teintée d'une nouvelle forme de force. J'avais les réponses que je cherchais, aussi cruelles soient-elles. Mon chemin serait désormais celui de l'indépendance, celui de la création de mon propre cercle de bienveillance, loin des attentes intéressées de ceux qui auraient dû être les plus proches. Le poids de cette prise de conscience était immense, mais étrangement libérateur. Les mots de ma sœur, si blessants fussent-ils, avaient dissipé les dernières illusions. L'amour inconditionnel, celui que j'avais espéré trouver dans ma propre famille, n'existait pas. Il avait été supplanté par une forme d'attachement intéressé, une attente constante de bénéfices. Cette révélation, bien que douloureuse, forgeait ma détermination. L'élan de Sophie deviendrait mon sanctuaire, le lieu où je pourrais cultiver la générosité et l'amour authentique, loin des jeux d'intérêt qui empoisonnaient mes relations familiales. Les semaines suivantes furent consacrées à la concrétisation des aspects les plus pratiques de la fondation. Maître Dubois, avec son professionnalisme rassurant, m'aidait à naviguer dans les méandres administratifs. Nous travaillions sur les statuts, définissant avec précision les domaines d'intervention de l'élan de Sophie. Le soutien aux associations culturelles locales, la préservation du patrimoine et l'aide aux jeunes talents artistiques. Chaque clause était rédigée avec soin, reflétant les valeurs que ma mère m'avait transmises. L'intégrité, la transparence et un engagement profond envers la communauté. J'apprenais à chaque rendez-vous, découvrant la complexité et la noblesse de la gestion d'une œuvre philanthropique. Mon implication auprès de l'association de M. Bernard prenait une nouvelle dimension. Les travaux de restauration de l'église avançaient à bon rythme, grâce aux fonds que j'avais discrètement acheminés. Je me rendais souvent sur le chantier, non plus seulement en tant qu'observatrice, mais en tant que participante active. Le chemin était encore long, mais chaque pas me rapprochait de la femme que j'étais destinée à devenir, une femme forte, indépendante, capable de faire le bien autour d'elle. La solitude, autrefois redoutée, se transformait en une force tranquille, une compagne précieuse dans cette nouvelle aventure. Les mois qui suivirent furent une véritable immersion dans la création de l'élan de Sophie. Les rendez-vous avec Maître Dubois devinrent une routine, rythmée par des discussions sur les statuts, les bénéficiaires potentiels et les mécanismes de gouvernance. J'appris à naviguer dans le jargon juridique, à comprendre les subtilités des règlements, à anticiper les écueils. L'idée de la fondation prenait forme, une structure solide et transparente, à l'image de la droiture de ma mère. Chaque décision était pesée, chaque article des statuts réfléchi, dans le but de garantir que cette fortune serve réellement ceux qui en avaient besoin, et ce, sur le long terme. Parallèlement, mon engagement auprès de l'association de M. Bernard se concrétisait. Les premières aides financières, discrètes mais significatives, permirent de lancer les travaux de restauration de l'église. J'aimais me rendre sur place, observer l'avancée des travaux, discuter avec les bénévoles, sentir l'enthousiasme palpable qui animait ce projet. Voir les échafaudages monter, les fresques lentement réapparaître sous les mains expertes des restaurateurs, était une source de satisfaction profonde. C'était la preuve tangible que ma décision, aussi solitaire soit-elle, portait ses fruits. Monsieur Bernard, sans jamais connaître la source exacte de ces fonds généreux, me remerciait avec une gratitude sincère, me parlant de l'espoir que cette restauration redonnait au village. Ces moments étaient précieux, des instants où le poids du secret s'allégeait, remplacé par la fierté d'accomplir une œuvre utile. Cependant, au-delà de cette satisfaction, une mélancolie persistante m'habitait. Les retrouvailles familiales, désormais plus rares, étaient devenues des épreuves. Les conversations tournoyaient invariablement autour de l'argent, des difficultés financières de chacun, des projets avortés faute de moyens. J'écoutais, le cœur serré, les plaintes de ma sœur, les lamentations de mon frère, les demandes voilées de mes neveux. Je voyais bien le désir, l'attente dans leurs yeux, et cela me faisait mal. J'avais espéré, naïvement peut-être, qu'en voyant ma propre vie se transformer, ils seraient capables de partager ma joie, de se réjouir de mes succès, même sans connaître leur origine. Mais leur regard était toujours tourné vers ce qu'ils pouvaient obtenir, jamais vers ce que je pouvais leur offrir par le simple fait d'être moi. Un soir, lors d'un dîner familial particulièrement pesant, ma sœur, lassée de mes silences, me lança « Tu as l'air si bien, tu dois avoir trouvé un bon parti. C'est le moment de te caser, tu sais. On a tous besoin d'un coup de pouce. » Les mots, dits avec une légèreté calculée, me transpercèrent. L'insinuation était claire.
Mon bien-être apparent était forcément lié à une aide extérieure, une aide qui, selon elle, devait maintenant être redirigée vers elle. Je me sentis envahi par une tristesse infinie, une profonde déception. L'hypocrisie ambiante, le manque d'amour véritable, tout cela me rappelait brutalement la raison pour laquelle j'avais choisi cette voie de la discrétion. J'avais voulu tester leur amour, et le verdict était sans appel. Ils ne m'aimaient pas pour moi, mais pour ce que je pouvais leur apporter. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, renforçait ma détermination. L'élan de Sophie ne serait pas seulement une fondation, ce serait mon refuge, mon moyen de construire un monde où l'amour et la générosité seraient les véritables monnaies d'échange. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne ressentis pas la colère, mais une sorte de lassitude profonde, une résignation teintée d'une nouvelle forme de force. J'avais les réponses que je cherchais, aussi cruelles soient-elles. Mon chemin serait désormais celui de l'indépendance, celui de la création de mon propre cercle de bienveillance, loin des attentes intéressées de ceux qui auraient dû être les plus proches. Le poids de cette prise de conscience était immense, mais étrangement libérateur. Les mots de ma sœur, si blessants fussent-ils, avaient dissipé les dernières illusions. L'amour inconditionnel, celui que j'avais espéré trouver dans ma propre famille, n'existait pas. Il avait été supplanté par une forme d'attachement intéressé, une attente constante de bénéfices. Cette révélation, bien que douloureuse, forgeait ma détermination. L'élan de Sophie deviendrait mon sanctuaire, le lieu où je pourrais cultiver la générosité et l'amour authentique, loin des jeux d'intérêt qui empoisonnaient mes relations familiales. Les semaines suivantes furent consacrées à la concrétisation des aspects les plus pratiques de la fondation. Maître Dubois, avec son professionnalisme rassurant, m'aidait à naviguer dans les méandres administratifs. Nous travaillions sur les statuts, définissant avec précision les domaines d'intervention de l'élan de Sophie. Le soutien aux associations culturelles locales, la préservation du patrimoine et l'aide aux jeunes talents artistiques. Chaque clause était rédigée avec soin, reflétant les valeurs que ma mère m'avait transmises. L'intégrité, la transparence et un engagement profond envers la communauté. J'apprenais à chaque rendez-vous, découvrant la complexité et la noblesse de la gestion d'une œuvre philanthropique. Mon implication auprès de l'association de M. Bernard prenait une nouvelle dimension. Les travaux de restauration de l'église avançaient à bon rythme, grâce aux fonds que j'avais discrètement acheminés. Je me rendais souvent sur le chantier, non plus seulement en tant qu'observatrice, mais en tant que participante active. Les statuts étaient finalisés, les premières démarches administratives accomplies. L'église du village, grâce aux fonds généreusement versés, voyait sa restauration s'achever. M. Bernard m'avait invité à l'inauguration. J'y suis allé, discrètement, préférant rester dans l'ombre. Voir cette bâtisse renaître, sentir la fierté des habitants, fut un moment d'une grande émotion. J'avais contribué à quelque chose de beau, de durable. Cependant, malgré ces satisfactions, une question persistait, lancinante. J'avais testé ma famille, et j'avais été déçu. Mais qu'en était-il de moi? Avais-je été juste dans mon approche? N'avais-je pas, moi aussi, manqué de cette ouverture, de cette confiance qu'elle semblait désormais trouver auprès des personnes âgées isolées? La solitude, même choisie, portait en elle une mélancolie sourde. J'avais construit une nouvelle vie, une vie pleine de sens, mais elle restait une vie solitaire. L'idée de partager cette nouvelle étape, ces joies simples, avec quelqu'un, commençait à prendre une importance nouvelle. Le chemin vers la guérison était encore long, mais je sentais que, pas à pas, je m'en rapprochais. La prochaine étape serait peut-être de comprendre comment reconstruire des liens, non pas basés sur l'argent, mais sur une affection authentique. La question de la solitude, autrefois une armure contre l'ingratitude, commençait à peser comme une chape de plomb. J'avais bâti une vie de sens, de contributions concrètes, mais ce sens, je le portais seul. Les visages des personnes âgées que je rencontrais, leurs récits empreints de nostalgie, avaient éveillé en moi un désir nouveau, celui de partager mes propres expériences, mes propres joies simples. L'inauguration de l'église fut un moment de satisfaction profonde, une concrétisation tangible de l'élan de Sophie. Monsieur Bernard, le regard empli d'une gratitude sincère, m'avait serré la main, ses yeux reflétant la fierté de voir ce projet abouti. J'avais senti, dans ce simple geste, une reconnaissance qui valait bien plus que toutes les flatteries intéressées de ma famille. Pourtant, en quittant le parvis de l'église, baigné par la lumière dorée du soir, une mélancolie persistante m'étreignait. J'avais créé une fondation, j'avais redonné vie à un monument, j'avais tissé des liens inattendus avec des inconnus, mais le fil conducteur de ma propre vie restait solitaire. L'idée de reconstruire des liens, de trouver une personne avec qui partager ce nouveau chapitre, prenait une importance grandissante. Ce n'était plus une question de tester la loyauté de mes proches, mais une aspiration profonde à la connexion humaine, à l'intimité d'une relation basée sur l'affection authentique,
loin des calculs et des apparences. Je me surprenais à observer les couples dans les parcs, les familles partageant un repas en terrasse, avec une pointe de nostalgie, mais aussi avec une nouvelle détermination. J'avais appris à écouter, à percevoir la richesse derrière les apparences, la profondeur derrière les rides. Il était temps d'appliquer cette leçon à ma propre vie affective. Un après-midi, alors que je me promenais dans la vieille ville, mon regard fut attiré par une petite librairie indépendante, nichée dans une ruelle pavée. Une enseigne discrète, le livre ouvert, promettait un refuge pour les âmes curieuses. Poussé par une impulsion, je poussai la porte. L'odeur du papier ancien et de l'encre flottait dans l'air. Des étagères croulaient sous le poids des ouvrages, des trésors endormis attendant d'être découverts. Derrière un comptoir en bois massif, un homme était absorbé par la lecture d'un volume relié. Il leva les yeux à mon entrée, et un sourire doux éclaira son visage. Il devait avoir quelques années de moins que moi, mais son regard portait une profondeur qui semblait transcender le temps. Il s'appelait Antoine. Nous avons commencé à discuter, d'abord de livres, puis de tout et de rien. Il parlait de sa passion pour les histoires, de la manière dont chaque livre était une porte ouverte sur un monde différent, une rencontre avec une âme. Il avait une façon de parler, une sincérité désarmante, qui me touchait profondément. Il ne me posait pas de questions sur ma situation, sur mes finances, sur mon passé. Il semblait simplement intéressé par ce que j'avais à partager, par mes pensées, mes émotions. C'était un échange simple, naturel, sans arrière-pensée. J'ai ressenti, pour la première fois depuis longtemps, une légèreté nouvelle, une envie de me laisser aller, de faire confiance. Au fil des visites à la librairie, notre relation s'est approfondie. Nous partagions des cafés, des conversations animées sur l'art, la musique, la vie. Il m'a raconté son parcours, ses rêves, ses déceptions, sans jamais se plaindre, avec une résilience qui m'inspirait. J'ai découvert en lui une sensibilité rare, une capacité à aimer et à donner sans attendre en retour. C'était tout ce que j'avais cherché, tout ce que j'avais espéré trouver, mais que je n'avais jamais osé croire possible. L'idée de partager ma vie, mes projets, mes joies, avec lui, a commencé à germer, timide d'abord, puis avec une assurance grandissante. Le chemin vers la guérison était encore long, mais je sentais que j'avais enfin trouvé une lumière pour me guider. La prise de conscience de la froideur de ma famille avait été un choc, mais elle m'avait aussi libérée. Elle m'avait montré que l'amour véritable ne se monnaie pas, qu'il se cultive dans la sincérité et le partage. Les rencontres avec les personnes âgées m'avaient appris la valeur de l'écoute et de la compassion. Et ma rencontre avec Antoine, elle me donnait l'espoir de retrouver, à mon tour, le bonheur d'une connexion authentique. J'avais gagné des millions à la loterie, mais ce que je commençais à gagner, bien plus précieux, c'était la possibilité d'aimer et d'être aimé pour ce que j'étais, vraiment. Le prochain chapitre de ma vie s'annonçait, enfin, sous le signe de l'espérance. Le temps s'était écoulé, non pas en années, mais en saisons douces, en conversations murmurées et en rires partagés. Les visites à Le Livre Ouvert étaient devenues le point d'ancrage de mes journées. Antoine et moi avions tissé une relation d'une rare sincérité. Il n'avait jamais cherché à savoir d'où venait ma fortune, ni comment je vivais. Mon passé, mes épreuves, semblaient s'être évaporés dans la quiétude de sa librairie, un lieu où les histoires prenaient vie et où les âmes pouvaient enfin se rencontrer sans phare. J'avais découvert en lui une présence apaisante, un homme dont la compagnie était un baume sur les blessures anciennes. Les conversations s'étiraient, passant des subtilités d'un poème à la nostalgie d'une musique oubliée. Antoine avait cette capacité à me faire me sentir vue, entendue, comprise, sans jamais me juger. Il parlait de ses rêves, de la librairie qu'il avait patiemment construite, de son amour pour les livres qui étaient pour lui des fenêtres sur l'âme humaine. J'écoutais, fasciné par sa simplicité, par la pureté de son regard. Il ne cherchait rien, il offrait tout, son attention, sa bienveillance, son temps. C'était un contraste saisissant avec la froideur calculatrice de ma famille, dont le souvenir commençait à s'estomper, comme une vieille photographie jaunie par le temps. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait doucement sur les vitres de la librairie, Antoine me proposa de partager un thé. Nous étions assis à une petite table dans un coin reculé, entourés de piles de livres qui semblaient veiller sur notre intimité. Il me regarda, un sourire tendre aux lèvres. « Je sais que tu as vécu des choses difficiles, » dit-il, sa voix empreinte d'une douceur infinie. « Mais je vois en toi une force incroyable, une résilience qui m'impressionne. Et surtout, je vois une âme qui a tant à donner. » Ces mots, si simples, si sincères, me bouleversèrent. Pour la première fois depuis des années, je sentis les larmes monter à mes yeux, non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond. J'avais tant cherché à prouver ma valeur, à me protéger de la déception, que j'avais oublié l'essentiel, la possibilité d'être aimé pour ce que j'étais. « Antoine,
murmurai-je, ma voix étranglée par l'émotion. Tu ne sais pas à quel point tes mots sont importants pour moi. J'ai longtemps cru que l'amour était une transaction, un échange de bons procédés. J'ai été tellement déçue par ceux qui auraient dû m'aimer le plus. Il prit ma main dans la sienne, ses doigts chauds et rassurants. L'amour véritable, ce n'est pas une transaction. C'est un don. C'est choisir de partager sa vie, ses joies et ses peines, sans rien attendre en retour. Ce fut le début d'une nouvelle étape. Notre relation s'épanouit, naturellement, sans artifice. Nous partagions des dîners simples, des promenades sous le ciel étoilé, des week-ends à la campagne. J'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui partager mes joies, mes projets, mes pensées les plus intimes. L'argent de la loterie, qui avait autrefois été une source de souffrance, devint un outil pour construire un avenir plus serein, pour soutenir les causes qui me tenaient à cœur, et surtout, pour m'offrir la liberté de vivre une vie authentique. Les visites aux personnes âgées se poursuivirent, enrichissant mon existence de rencontres précieuses. Madame Dubois, Monsieur Martin, Madame Leclerc, tous m'avaient appris la patience, l'écoute, la richesse insoupçonnée de chaque vie. Ces moments, loin des calculs et des apparences, étaient devenus le cœur battant de ma nouvelle existence. L'église du village, restaurée grâce à l'élan de Sophie, rayonnait de nouveau, témoignant d'un renouveau qui se reflétait en moi. Un soir, alors que nous regardions le coucher du soleil depuis la colline surplombant le village, Antoine me prit dans ses bras. « Je t'aime », murmura-t-il, sa voix emplie d'une tendresse infinie. Je me blottis contre lui, le cœur léger, apaisé. « Et moi, je t'aime », répondis-je, sentant pour la première fois le poids du secret et de la solitude s'effacer complètement. J'avais gagné des millions à la loterie, mais ce que j'avais vraiment trouvé, bien plus précieux, c'était la possibilité d'aimer et d'être aimé pour ce que j'étais, sans rien avoir à prouver. Le chemin avait été long, semé d'embûches et de désillusions, mais il m'avait mené ici, vers une vie enfin remplie de sens, d'amour et d'espérance. Le passé était une leçon, le présent une joie, et l'avenir une promesse. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci, laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder, entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.